le monde des influenceurs est actuellement plongé dans une tempête juridique. Après l'arrestation du pape Kenza début juillet, un autre type de média est visible. Aurélie Preston, âgée de 32 ans, ancienne personnalité de la télévision et chanteuse, a été interpellée le 5 août au commissariat de Versailles. Il aurait procédé à un enlèvement forcé au domicile d'un membre de la famille de son ex-petite amie. Selon les informations fournies par plusieurs médias français, le dossier a été ouvert le 2 août avec des accusations contre Aurélie Preston sous plusieurs chefs de vol à main armée en bande organisée, arrestation, violence simple et accusation. La procureure de Versailles, Maryvonne Caillebotte, a confirmé les accusations. Pendant ce temps, l'audience Aurélie Preston continue de croître puisque ses abonnés sur Instagram atteignent plus de 650 000 followers, ce qui indique l'étendue de son influence médiatique. Cet événement a eu lieu le 25 juin à Versailles. Ce jour-là, un homme rencontre un soi-disant livreur de fleurs. Mais ce qui semble être une libération rapide se transforme en une libération violente. Avec l'aide de deux amis, le livreur se transforme en tueur. Ils ont menacé la victime avec une arme à feu, l'ont frappée au visage et l'ont attachée à une chaise. Utilisant des pistolets paralysants et des bombes lacrymogènes, les assaillants ont saccagé la maison et volé 2 montres de luxe d'une valeur qui tourne entre 25 000 et 30 000 euros. Après avoir été laissée pour morte, la victime a pu se libérer des chaînes et s'enfuir par la fenêtre. Peu de temps après, il s'est rétabli et a été interrogé par les détectives de la Brigade de répression des brigands, BRB. Les enquêteurs ont rapidement lié l'agression à Aurélie Preston. La victime était le frère de l'ex-petite amie de la sage-femme, un dentiste genevois. Aurélie Preston a exprimé sa colère contre l'ex-petit ami dans plusieurs vidéos en ligne. Elle dit avoir vécu « l'enfer » au cours de leur relation et l'accuse de nombreux préjudices financiers, notamment dus à de mauvais soins dentaires qui, selon elle, lui ont coûté plus de 120 000 euros. Il semble que ces vidéos et plaintes aient été organisées pour la payer. 2 autres suspects sont en garde à vue, l'un est un proche de Preston et l'autre est un participant direct présumé à l'attaque. L'enquête, menée par la BRB de la police judiciaire de Versailles, a permis d'interpeller l'un des suspects agressés à Villepinte, à Saint-Saint-Denis. La police peut attendre jusqu'à 4 jours, pendant lesquels les suspects sont interrogés pour déterminer leur rôle dans l'affaire. Cette étude révèle les problèmes qui se cachent derrière les visages brillants des célébrités des médias sociaux. La situation d'Aurélie Preston est un excellent exemple des extrêmes que peuvent atteindre certaines personnes lorsqu'elles règlent leur compte personnel, même aux dépens de la loi et de la sécurité des autres. La relation entre l'influenceur et son ex-compagne est due à cette violence, qui montre la gravité des conflits personnels lorsqu'ils sont exacerbés par les médias. Le développement de ces informations sera d'un grand bénéfice pour le monde des influenceurs, qui souffrent déjà de nombreuses activités négatives. Les semaines à venir apporteront davantage de révélations sur les motivations d'Aurélie Preston et la force derrière cet acte de violence. Actuellement, l'opinion publique et les médias continuent de suivre l'évolution de cette étude, qui marque un moment critique pour la popularité et l'avenir de ce célèbre influenceur. La belle vie, le luxe, les voyages en première classe poussent beaucoup de ces influenceurs à risquer leur vie. Pour son cas, elle avait tout balancé lors de cette interview et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Et j'ai regardé beaucoup d'interviews de toi. Je remarque aussi évidemment que tu as fait beaucoup d'interviews avec des gens dont c'est le métier de traiter la télé-réalité. Et donc, moi, je te propose en tout cas ici qu'on en discute avec un novice comme moi, tu vois. Mais tu sais, à la base, en fait, il y avait vraiment un attrait à l'art, même à travers l'expérience qu'était la télé-réalité en elle-même. Et aujourd'hui, ça a été vraiment banalisé, vulgarisé. Et je trouve qu'on est rentré au fur et à mesure dans cette espèce de violence et de schéma en télé, parce que tu sais, déjà, t'as pas d'horloge, donc t'as pas de repère sur le temps. On fait exprès de te mettre dans des situations, tu vois, qui vont te mettre en clash ou justement en tristesse. Et c'est vrai qu'on peut vraiment rapidement déjà altérer ta personne, ta personnalité, et aussi te faire passer pour ce que tu n'es pas. En te faisant croire, par contre, que tu as un projet de ouf à la clé, que tu vas être chanteur ou chanteuse hyper connue. Enfin, moi, quand j'ai fait, par exemple, mon deuxième tournage, Les Anges, on m'avait promis un tourbus, j'ai repris le générique de l'émission, j'ai fait 8 millions de vues, j'ai sorti un disque à la FNAC avec eux, j'ai touché 0 €, j'ai fait un procès contre eux, je l'ai gagné, enfin, tu vois, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est vrai que je pense que depuis, justement, ma saison, les gens ont arrêté de regarder la télé-réalité parce que c'est parti trop dans le trash, et c'était malveillant, en fait. Ah, la clash. Je vais te faire vivre un enfer. Tu veux faire un jeu de malin? On va jouer jeu de vilain. Je vais te faire vivre un enfer.
Ben, en fait, moi, c'est ça que j'ai découvert en fouillant, c'est que très vite, en fait, dans les commentaires qui sont autour des vidéos de cette saison et beaucoup autour des interactions que toi, tu avais aussi avec les autres candidats, parce que donc, pour resituer un petit peu, tu as été très mal accueilli par les autres candidats. Un acharnement, du harcèlement, c'était quotidien en plus. Il y a des scènes qui sont très dures, qui sont montrées à la télévision tous les jours. Ouais, et encore, ils ont quand même filtré, je trouve, mais déjà, pour moi, tu vois, ok, il y a le tournage sur place, mais à quel moment, en fait, une ligne éditoriale reçoit des images comme ça et les monte, parce que là, on voit peut-être que, allez, même pas 50% de ce qui s'est vraiment passé. Et tu te dis, c'est hard, en fait. Et d'ailleurs, il y avait eu quand même 5000 plaintes auprès de l'ARCOM, et c'est ça, en fait, qui a fait que, justement, au fur et à mesure, la télé a chuté, mais je comprenais même pas que ça puisse continuer, en fait, d'être diffusé à des horaires, tu vois, sur des générations, des petits jeunes qui, après, justement, font une espèce de, un transfert. C'est pour ça que tu nous parlais de l'école, et on reviendra dessus après, parce que je sais que, du coup, c'est un sujet qui est important dans ta vie. Mais en tout cas, oui, tu sens qu'il y a un consensus quand tu te balades sur YouTube, sur Internet, dans les commentaires en dessous de ces vidéos où les gens, en fait, même aujourd'hui, tu vois, tu retrouves des commentaires beaucoup plus tard, disent « Putain, je me souviens de cette saison, ça m'avait beaucoup choqué, la façon dont c'était montré tous les jours. Et tu sens que ça a été un tournant pour aussi ce public-là qui consommait de la télé-réalité. Où, en fait, beaucoup de gens ont l'air de s'être dit « Ah, mais là, en fait, c'était trop. » Et les productions nous ont montré qu'elles n'avaient pas de limite, en fait. C'est ça. Et puis les candidats aussi, parce que, tu vois, à la fin, en fait, c'était limite la stratégie de la prod contre la stratégie des candidats qui voulaient prendre de la place, parce que tu vois, il y avait déjà Nabila qui s'était fait un nom, il y avait déjà Caroline Receveur, donc c'était dur en fait d'être nouveau, d'émerger, et c'était compliqué, donc voilà. Mais je pense que oui, en fait, à la base, les gens, ils rentrent chez eux, ils ont déjà une vie compliquée avec plein de problèmes. Alors ok, peut-être qu'il y avait une certaine partie du public qui se disait, ah bah ok, elle est bimbo, elle est super belle, mais son mec la trompe quand même malgré tout, tu vois, même en étant connue, en ayant de l'argent, elle aussi, son mec l'a trompée. T'avais cette part-là qui, quelque part, tu vois, se soulageait, mais t'as aussi l'autre part du public qui était là pour du divertissement, rigoler et de la légèreté, et ça, il n'avait plus à la fin, tu vois. Voir quelqu'un se faire bisuter à l'écran tous les soirs, c'est difficile, tu vois, c'est pas forcément le mood dans lequel les gens veulent être chez eux le soir pour communiquer. Toi, c'était quelque chose qui t'était déjà arrivé dans ta vie d'avant, à l'école, de te faire harceler J'avais déjà connu le harcèlement, oui, quand j'étais jeune dans le 93. Déjà, je vivais dans un quartier, et puis en plus de ça, j'avais pas de parents. On est 3 enfants de 3 pères différents, c'est tous ma grand-mère qui nous a récupérés. C'est vrai que j'étais un peu la petite bâtarde pour les élèves de ma classe. En plus, ma mère, malheureusement, elle a beaucoup eu d'addiction, et notamment à l'alcool, et elle est toujours dedans, et c'est vrai qu'elle est tout le temps au bar. Et tu te rappelles en avoir souffert quand tu étais petite? J'en ai énormément souffert, oui. Donc toi, depuis que tu es petite, tu voulais chanter, il y avait cette envie d'être vue en train de chanter aussi. C'est pas seulement l'envie de chanter dans sa chambre, c'est chanter pour des gens. En fait, c'était même pas chanter pour des gens ou être reconnu, c'est juste que j'aime l'émotion que ça te transmet, tu vois. Et à la base, la musique, c'était surtout mon exutoire. Ça me permettait, par exemple, si dans la pièce, il se passait quelque chose d'horrible et des violences, en fait, qui ont été banalisées toute mon enfance, moi, en fait, on me voyait dans la pièce en train de chanter ou de danser. C'était ce qui me permettait peut-être, tu vois, de me déconnecter sur l'instant T. Et de me mettre dans ma bulle pour me protéger, parce que il y a eu beaucoup de violences qui ont été banalisées dans ma vie, notamment les violences, physiques, les violences psychologiques. Ouais. Et bon, tout ça, c'est des histoires que tu racontes dans la biographie, et qui permettent, surtout pour ceux qui te connaissaient avant, de te comprendre un petit peu mieux. Ça, c'était important pour toi de raconter plus de ta vie aux gens qui t'avaient vu en télé, en clip, et est-ce que c'est l'envie d'être compris plus fort? Je dirais pas que c'est l'envie d'être compris, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, je me suis retrouvée à l'hôpital, voilà, et j'adore dire qu'on ne dit pas tenter de se suicider, parce qu'en fait tu tentes pas, c'est soit tu réussis, soit tu n'y arrives pas. Et moi, en fait, quand je me suis retrouvée à l'hôpital et que je me suis réveillée, je me suis dit c'est peut-être le moment en fait de poser les choses, de mettre des mots sur des mots. Et c'est vrai qu'en fait après la télé-réalité, j'avais tellement été attaquée que sur les réseaux sociaux, j'étais qu'une pâle image de moi-même, tu vois. En fait, j'étais tout le temps dans ne pas rentrer dans mon intimité, donc je postais que mon Starbucks, que la salle de sport, que la musique, et je ne montrais rien d'autre de ma vie. Et en fait, j'ai voulu écrire justement pour aussi expliquer aux personnes qui je suis vraiment, en fait, qui est Aurélie derrière Preston, et qu'est-ce que j'ai pu vivre, et pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée là. Écoute, honnêtement, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos, du coup, et je me suis beaucoup intéressé à ton histoire pour préparer ça, et les vidéos que j'ai trouvées, la plupart en fait sont pas toutes récentes, tu vois, en quelques années, et je te rencontre aujourd'hui, et je te trouve vachement plus assise que ce que j'ai vu de toi il y a quelques années dans tout ce que tu exprimes, dans tes choix. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement chez toi ces 2 dernières années qui te permettent aujourd'hui d'affirmer aussi, parce que c'est des volontés
de justice sociale là, dont tu parles. T'as envie que les choses changent, alors que honnêtement, quand on te regarde dans ces vidéos d'il y a quelques années, le monde a l'air encore très centré autour de ton histoire. Dans les interviews, quand t'es en face de Samzira, ou tu vois, on est tout le temps dans le storytelling, dans l'auto-storytelling, quoi. Ouais, c'est vrai que les interviews que j'ai pu faire, elles étaient vraiment ego-trip à l'époque. Vraiment, c'était le but. Je pense aussi parce que, tu sais, je sortais de télé, donc c'était aussi axé différemment, je pense, par rapport à ce genre de médias. Après, je dirais que ça a vraiment changé et évolué il y a 2 ans parce que, oui, en fait, j'ai appris à aimer Aurélie. Tu vois, toute ma vie, j'avais construit ce personnage de Preston qui, en fait, me permettait peut-être d'aller chanter devant des gens, de travailler dans le milieu de la nuit, de faire gogo, de faire de la télé. Mais c'est pas du tout qui est Aurélie au quotidien. Aurélie, au quotidien, c'est une fille très timide. Je suis quelqu'un de très timide, je suis une ancienne geek, enfin, tu vois, rien à voir. Et c'est vrai que j'ai appris à aimer Aurélie, j'ai pas pu me fuir, en fait, face à mon reflet dans le miroir. À un moment donné, tu sais, je suis tombée à 32 kilos, donc il faut apprendre à se relever, à ne plus être parfaite, parce que toute ma vie, j'ai cherché à être parfaite, à être cultivée, à être belle, entretenue, tu vois. Et en fait, là, je suis sortie de l'hôpital, j'ai pas été pendant plus de 2 mois faire de mes ongles, tu vois, j'ai pas fait mes cheveux, enfin, j'étais vraiment face à moi, en fait, et j'ai appris à aimer mon être, et je pense que c'est ça la clé, en fait. C'est d'apprendre vraiment à s'aimer pour pouvoir après aimer les autres, pour pouvoir transmettre des beaux messages et justement être plus ancré avec soi-même. Et aujourd'hui, tu vois, je suis plus dans la recherche de dépendance affective, à savoir que tout le monde m'aime ou que tout le monde m'apprécie. Je m'en fiche, on m'aime, on m'aime pas. Moi, ce que je sais où je vais, tu vois, et justement, je sais les combats que je mène. Et oui, je suis en quête de justice. C'est vraiment un mot qui est juste chez moi, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut changer. Et je trouve que le système aujourd'hui, il évolue de la mauvaise manière, et même pour les jeunes, et on le voit, et même, tu vois, la criminalité, la violence qui est banalisé au quotidien, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut revenir à un cadre, l'être humain a besoin d'un cadre. Pour revenir du coup sur la télé-réalité et toutes ces années où effectivement tu es entouré de gens qui racontent leur vie, où c'est ça en fait le business, c'est aussi de créer de l'enjeu autour de sa propre vie. Quand tu rentres en télé-réalité, j'imagine que c'est un jeu la télé-réalité. Franchement, pour le coup, moi je voyais ça comme des vacances à la base. Quand t'es franchement, ouais. Déjà, je regardais pas, pour être honnête. Et puis, ça faisait 5 ans qu'on me démarchait, parce qu'on m'avait démarché déjà quand j'avais 16 ans pour faire Secret Story. Et en fait, après, j'ai travaillé dans le milieu de la nuit. Comment ça se passe, ça ? Parce que comment est-ce qu'on te trouve en disant c'est juste Aurélie qui vient de Marseille Déjà, j'ai fait les Marseillais alors que je suis de Paris. Je viens du 93, donc la grande blague. Ouais. C'est juste que j'habite à Montpellier. Mais tu sais que ça m'a confondu, ça. Parce qu'en plus, c'est dans ta bio, et puis... non. 93, tout à fait. Ouais. Donc, les amis représentent. Non, mais c'est vrai que j'ai grandi dans le 93, et puis après, j'ai étudié à Paris quand j'avais 16 ans, à l'école internationale de danse de Paris. Tu sais, je fais l'AID. Et en fait, je suis descendue vivre dans le sud de la France parce que ma grand-mère avait pris sa retraite là-bas à Montpellier. Et j'avais commencé à être sur book.fr. Donc, tu sais, je faisais beaucoup de photos, de modeling. Et puis, c'est là qu'en fait, ils m'ont repéré et qu'ils m'ont proposé. Mais ma grand-mère était contre la télé-réalité. Mais jamais elle m'aurait laissé faire une émission de télé. D'ailleurs, quand je suis partie, elle m'a fait la gueule, mais vraiment. Mais en fait, j'étais en relation depuis 5 ans avec quelqu'un. J'avais arrêté le milieu de la nuit pour lui. Et je m'occupais de sa maman qui avait eu 2 AVC. Et il me versait un salaire pour ça. C'était quelqu'un de très fortuné, et c'est vrai que j'étais dans une prison de Bray et que j'étais pas épanouie. Et quand ça se passait mal dans ma relation, on m'a proposé de faire de la télé. Ça faisait 5 ans qu'ils me couraient après, les Marseillais, parce que je connaissais Julien, je connaissais Thibaut, je connaissais Kim. On avait tous travaillé ensemble dans le milieu de la nuit. Eux, ils étaient serveurs à Aix, à la Joya à l'époque. Enfin voilà. Et pour moi, je me suis dit c'est une façon pour moi de faire ce que je veux, la musique, de plus dépendre de mon compagnon pour mon salaire, et peut-être de pouvoir kiffer. Et en même temps, ça fait une vraie coupure de relation. Tu te remets pas avec la personne après, quoi. Tu vois, c'est pas comme si tu es dans la même ville, tu te sépares, tu te remets, tu connais. Donc voilà, en fait, c'était vraiment dans ce sens-là. Et je me suis dit, je vais pouvoir faire de la musique, si je fais 2-3 scènes, tu vois, et que j'en vis à peu près correctement, c'est cool. Mais je l'avais pas vu du tout comme quelque chose de stratégique, aussi malsain, aussi justement, tu sais, putaclic, savoir faire du buzz sur sa vie, rebondir sur tout et n'importe quoi, non. Pas du tout, je m'attendais pas à ça. Donc, comme on l'a raconté au début, donc Les Anges, c'est la saison 8, c'est la saison où beaucoup de choses se passent mal, où tu vis clairement un moment... un lynchage public. Un lynchage public, ce qui est assez traumatisant. Il y a des images qui sont très dures, et surtout des mots, en fait. Mais tu vois, c'est vrai que quand tu vois que moi, à l'époque, même le Mad Mag, donc la quotidienne des Anges, ils avaient mis une poupée gonflable avec la photo de mon visage dessus. C'est dingue. Aujourd'hui, je sais pas combien de procès ils auraient, tu vois, et ils auraient pu les attaquer, un truc de dingue. Bien sûr. Alors, c'est bien que tu viennes sur le Mad Mag, parce que je voulais t'en parler. Parce que je t'avoue que j'ai trouvé quelques bouts d'épisodes de la saison, mais moi ce qui m'a le plus choqué, c'est ce magazine en fait, le Mad Mag, où
ils ont l'air fous, je trouve, vraiment. Et non mais c'est trop trash. il y a plusieurs moments sur ces plateaux où tu es complètement objectifié. Il y a l'animateur qui s'appelle Martial qui t'accueille en te faisant sentir qu'il a envie de toi pendant absolument toute l'émission. Il te parle, enfin, les tours après tour, il t'objectifie en parlant de la chirurgie, il te plotte même. Des lèvres pulpeuses, le sein ferme et rebondi, une silhouette parfaite. T'es une femme à homme, une montre religieuse, t'es une séductrice. T'aimes la chair fraîche. Aide-moi un peu, allez. Ces deux petits melons, enfin que dis-je, pastèque, vrai ou faux? Ah mais je les ai diminués, mais non, ils sont toujours faux. Alors voilà, attends, tu vois, comme je te le disais, aujourd'hui, je trouve que ça se voit que tu as plus d'assises. Et à ce moment-là, tu as 26 ans, je crois. Et... Même pas. Ouais, 24, ouais. J'ai fait la télé, j'avais 22, j'ai fait 23 ans quand j'ai fait Tu vois, et en fait, je trouve que ça se sent que c'est très difficile de savoir. De toute façon, quand on est seul, entouré par 4 personnes comme ça, qui sont visiblement mal intentionnées, et devant tout le monde, de savoir comment réagir. Mais comment tu ressens ces moments de plateau-là? Je les ai très mal vécus, mais en fait, j'essayais d'ironiser. Tu vois, à chaque fois, en fait, je passais par l'ironie pour digérer le truc. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai refusé en fait de faire l'émission et le plateau le jour même du Mad Mag en disant mais vous me défoncez tous les jours. J'ai appelé la grosse équipe, la production, je leur ai dit vous me défoncez tous les jours à l'écran, vous pensez vraiment que ce soir je vais venir sur votre quotidienne? Mais jamais de la vie en fait. Et c'est là qu'ils m'ont mis le mannequin. Ah oui, c'est ça, d'accord. Parce que j'ai pas voulu y aller. Oui, d'accord. Voilà. Et je leur ai dit que pour moi c'était une émission de merde, je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur YouTube et tout, enfin j'avais dit ce que je pensais. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Aurélie. Eh oui, fallait pas dire camion. Merci les amis. Alors, je vous rappelle que le sujet grave, tu aurais pu mettre des pompes sans déconner, là, très bien. Le plus inquiétant, c'est que ça le fait quand même. Bon, C'est vrai que quand j'ai vu ce plateau, je me suis dit, ah mais je savais pas que ça existait. Bon, et c'est vrai que maintenant ça a 10 ans, je pense que depuis MeToo même, c'est des choses, enfin de toute façon, les productions ont fini par arrêter. Les Anges aujourd'hui n'existent plus. Mais non, mais c'est un scandale, c'est qu'en fait Nikos Aliagas a racheté la grosse équipe, sauf qu'il a demandé le remboursement et un dédommagement de 4 millions d'euros parce qu'ils ont tellement de procès pour harcèlement, parce que tu sais, si tu t'y es un peu intéressé, derrière il y avait d'autres candidates telles que Rania et Rawel et Natania qui sont justement partis porter plainte pour le harcèlement. Enfin, il y a eu plusieurs personnes parce que c'était le même schéma en fait, tu sais, t'avais toujours une victime dans l'émission et en fait chaque année le schéma se répétait. Et tu as pu parler toi avec d'autres personnes qui ont subi des harcèlements comme ça dans d'autres saisons? Oui. Et en fait à la fin aujourd'hui le problème c'est que la plupart des candidats, des anciens candidats qui connaissent maintenant les rouages, ils se disent en off non mais il faut pas qu'on fasse ça parce que là on va se faire défoncer pour le harcèlement machin. Donc maintenant en fait il y a même cette part là de stratégie en termes de buzz, tu vois. Donc c'est dingue. Mais je pense que c'est horrible de toute façon d'être lynché publiquement en fait. Pour moi c'est une atteinte à la personne. Et puis en plus, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans la vie des ados, d'être bullies, parce que les enfants parfois sont méchants, les adolescents aussi, ils se rendent pas compte. Moi, comme je pense plein de gens, j'ai été au moins une année de ma scolarité, été harcelé, tu vois, par des élèves. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir très marquant, tu vois, et que même si c'est un moment qui semble court dans la vie, comment on se construit, c'est des choses. Pas de répercussions. C'est-à-dire que je pense que si tu as été harcelé à l'école dans une classe, tu n'as peut-être pas envie de travailler dans un bureau derrière, tu vois. Parce que tu te dis qu'en fait, ça peut te mettre ton cerveau en alarme, en warning, je peux revivre ça. Et tu vois, ça peut venir du harcèlement, mais comme tu le dis, je connais pas une seule personne qui n'a pas été harcelée dans sa vie, soit par un ancien petit ami ou une ancienne petite amie, soit par un voisin, soit par un collègue de travail, tu vois. On a tous été harcelés à un moment donné. Donc c'est une belle lutte, je trouve, et il faut que ça avance, parce que comme tu le dis, aujourd'hui il y a tellement de personnes qui se suicident en France, c'est horrible. Tu sais, dans les écoles, il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Là j'en ai vu encore un autre qui s'est pendu à Versailles il y a 2 jours. Tu vois, moi ça me fend le cœur de voir des choses comme ça. C'est-à-dire que en fait tout est permis. Là il y a une fille à Montpellier, 13 ans, qui s'est fait tabasser devant son école, les lycées ne font rien, tu vois, alors que c'est des enfants qui n'ont même pas eu le temps de croquer la vie, de voir ce que c'était la vie, et c'est en ça qu'il faut aussi apprendre à se protéger, apprendre, comme je le disais, à s'aimer, tu vois, se mettre dans sa bulle.
bulle, parce que sinon, en fait, tu peux vite te laisser atteindre et te dire que, en fait, pourquoi tu es là, pourquoi tu vis et que tu es nul, en fait. Et se sentir seul, parce que c'est rare de pouvoir mettre des mots sur des idées suicidaires, sur des pensées noires. Mais en fait, il faut les dire, parce que quelque part, ça ouvre aussi la parole et de dire aux gens, non, vous n'êtes pas seuls, vous derrière vos écrans, si vous nous voyez, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls à avoir des pensées noires. N'oubliez pas aussi que quand vous êtes fatigué, ça joue sur votre humeur et que vous ne pouvez pas prendre des décisions quand vous êtes surfatigué ou surmené. Et voilà, il ne faut pas hésiter à signaler aux parents, aux écoles, et j'espère que les écoles vraiment vont, à un moment donné, faire ce qu'il faut. On a apparemment des nouvelles mesures là, et j'espère que ça va avancer. Oui, c'est un problème qui reste évidemment très répandu. Mais le cadre dans lequel toi tu as vécu ce harcèlement est peut-être évidemment encore plus particulier parce qu'il est professionnel. Alors c'est des choses évidemment qui existent dans les bureaux. On sait que le harcèlement moral c'est quelque chose qui existe vraiment dans le monde du travail, mais là c'est encore un pont plus loin parce qu'il est produit. Il est public. C'est du harcèlement qui est produit en fait. Il y a une production qui est derrière, qui entretient ça. Au moment où tu te rappelles du moment où tu te rends compte que c'est une ambition de la part de la production quand tu es en tournage? Ouais, je me rappelle très bien, c'est le jour où ça a été le pire. Quand on a pris mon matelas, qu'on m'a balancé de l'urine dessus, de la javel, qu'on m'a mis un lézard mort dans mon lit. Déjà, quel acte horrible de tuer un animal, enfin bon, bref. Et c'est à ce moment-là, parce qu'en fait, ils ont juste demandé à la personne de sortir. Ils m'ont demandé de sortir. Et en fait, ils m'ont juste dit, là, tu sais qu'elle pourrait porter plainte contre toi, donc s'il te plaît, excuse-toi. Ouais, c'est bon, je m'excuse, sans me regarder comme ça. Je me suis dit, what? Je sais ça en fait. Ok, donc la personne ne te regarde pas dans les yeux, elle s'excuse à peine et elle doit juste te remonter ton matelas neuf dans un lit, quoi. Ok. La 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 la. Ouais, virez de ma chambre! Il y a des gens vraiment horribles dans cette émission qui sont vraiment malveillantes. Mais c'est surtout que je comprends pas, parce que tu vois, par exemple, si tu n'aimes pas une personne en télé ou que tu veux vraiment, on va dire, lui faire du mal, tu la fais partir, donc en fait, tu l'as réduit au silence, tu vois. Et là, en fait, il me faisait surexister. Je te jure, je pouvais même pas aller faire mes ITV, tellement j'étais en plateau. Il me disait, non, tu restes en plateau. Non, tu restes là. Et je faisais des fois des ITV à 20 jours après. Et en plus, ils essayaient de me faire croire que, justement, vu que c'était il y a 20 jours, déjà, tu sais, au bout de 2 jours, tu te rappelles plus de ce que tu as fait. Tellement c'est trop intense. Et ils essayaient de me faire dire des choses que je voulais pas dire. Je me rappelle, une fois, j'étais rentrée dans une pièce de la maison et en fait, ils avaient oublié leur Bible. Ils appellent leur Bible, en fait. Tu sais, c'est l'espèce de bouquin comme ça qui contient un épisode où tu dois justement faire dire à chaque candidat ce qui s'est passé, commenter, etc. les choses. Et quand tu voyais tout le truc, en fait, tu voyais le déballage et ce qu'ils voulaient t'amener à dire. Alors que c'était pas du tout ça. Ou tu sais, ils vont te faire dire une phrase en ITV, ils vont la prendre, ils vont filmer une porte et ils vont mettre la phrase qui a rien à voir avec la scène. Et c'est dingue. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, d'ailleurs, je remercie Awisha si elle me voit, parce que maintenant c'est devenu une amie. Elle a quitté la production où elle avait un gros poste, elle était chef, je crois, de la prod. Et aujourd'hui, elle bosse pour TPMP. Mais elle a arrêté après moi, justement, parce que pour elle, c'était trop horrible. Apparemment, aussi, la production a beaucoup souffert cette année-là. Et puis, les journalistes ont beaucoup souffert. Parce qu'ils étaient poussés, eux aussi, à faire du trash. Alors qu'ils ne voulaient pas. Awisha me disait, mais quand on était là et qu'on voyait justement ce qui s'était passé et tout, elle me dit, mais moi, je pleurais, j'avais trop mal au cœur pour toi, quoi. C'était horrible, c'était inhumain. Et en fait, moi, je suis restée parce qu'on m'avait dit que si je partais, mon projet pro, il ne voyait pas le jour. Et vu que je me rattachais à ce qui m'avait vendu, la musique, la tournée, etc., j'étais à fond. Donc, des fois, je m'auto-coachais dans le jardin, tu vois. Je sortais dehors, dans la village, je me disais, Aurélie, t'as vécu l'abandon, t'as vécu la maladie de ta mère, t'as vécu ce que c'était une personne alcoolique, enfin, t'as tout vu dans ta vie. Faut que tu restes. C'est pas ces gens-là qui vont briser ton rêve, tes projets, le fait que tu puisses faire de la musique, parce que sinon, quand tu sors de la cocotte, t'as plus rien là. T'as plus rien, puisque t'as plus ton salaire pour t'occuper de la maman de ton ex. t'as que dalle. Donc t'as intérêt de tenir bon. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc oui, il se servait de l'argument, du rêve de la carrière d'artiste pour tenir. C'est une forme d'emprise en fait qu'ils avaient sur toi. C'est une emprise parce qu'en plus de ça, tu sais, moi je me disais, punaise, il y a Maud 2 ans avant qui a gagné un Energy Music Awards, tu vois, si moi j'arrive aussi à faire pareil, mais tout ça, tu te rends compte qu'en fait c'est du fake. C'est-à-dire que ce qui était énorme, c'est que par exemple aujourd'hui je viens de voir, je dis voilà, je travaille pour Energy 12, est-ce que tu peux dire que tu as été le producteur de Timbaland, je te donne $200 de l'heure et puis tu te fais passer pour ce mec-là, tu vois, c'est ça qu'il faisait? Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours, là dans les quelques épisodes que j'ai vus, il y a toujours le producteur qui a travaillé avec machin, la star
Et on se dit, putain, déjà, ça fait un gros casting, et puis c'est beaucoup de rêves envoyés aux candidats, quoi. On fait beaucoup miroiter des choses à tous les candidats, ça, pour le coup, il n'y a pas d'exception. Hein, ouais, et puis à cette époque-là, tu le savais pas forcément, tu vois, tu pensais vraiment que tu avais un projet pro à la clé, tu vois, tu savais pas que c'était fake. Enfin, je me rappelle de Coralie aussi, qui était dans ma saison, à qui on avait promis qu'après, elle serait modèle pour Water 138, elle a jamais eu une nouvelle de la marque, enfin, tu vois ce que je veux dire, tout est fake. Et alors il y a aussi beaucoup de jeux que les candidats entretiennent sur des relations, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert. Je me suis demandé tiens comment ça se passe, parce que toi il y a un moment où tu as une relation avec une fille, une relation amoureuse, qui je pense par la suite s'avère être un jeu en fait, enfin, quelque chose de stratégique, c'est juste. En fait ouais, c'était quelque chose de stratégique, mais après moi l'amour pour moi ça n'a pas de sexe, tu vois. Hawaï, petit coucher de soleil. Donc c'était en off, sans caméra. Ouais. Mais en fait, on voulait prendre notre temps aussi à la base. Voilà. On voulait pas le dire aux autres, on voulait pas en parler à la prod, on voulait vraiment vivre notre truc. Mais c'est juste qu'elle et moi, en fait, on voulait pas du tout se mettre en couple avec des personnes dans le tournage. C'est que tous les jours, on me forçait, tu vois. Je me rappelle, il y avait un nouveau qui s'appelait Dimitri, et on me disait, ah oui, mais c'est Monsieur Fitness, et vous allez être le couple fitness goal, tu vois. Non, mais moi, j'ai pas envie de me mettre avec ce mec-là. Et on te force à te mettre en couple avec ce mec-là. Donc ça, c'est la production. Pour te mettre en couple avec ce mec-là. Tu vois, ils te disent, non, mais Aurélie, il faut que vous soyez le couple, machin, je te jure, après, on te placera là, on fera ci, on fera ça, machin. Mais si t'as pas envie, tu vois. Donc au final, j'ai dit ok, je vais faire l'actrice. Je me suis mis en couple 24 heures avec lui, je fais une Britney Spears, tu vois. Et après, en fait, je me suis mise en couple avec Andréane, et elle aussi elle était contente parce qu'elle voulait pas se mettre en couple avec le mec qui lui demandait. Donc tu vois, en fait, c'est quelque part, tu pousses quelqu'un à faire quelque chose dont il est pas consentant. Non, parce qu'en fait, pour eux, il faut vivre une histoire d'amour, tu vois. Il faut que ça crée justement, que ça suscite. Ah, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble de la part du téléspectateur? Ou est-ce que, tu vois, lui, il va tromper elle après, non. Enfin, tu vois, c'est hyper malsain, en fait. Le truc, c'est qu'il faut essayer de guider la jeunesse, tu vois, de façon positive. Mais c'est vrai que même dans la musique, on peut constater, tu vois, que justement, il y a quelque chose de malsain, je trouve, tu sais. Avant, quand on écoutait des Kerry James ou des MC Solar, il y avait du texte, il y avait de la profondeur. Aujourd'hui, c'est en gros, il faut que tu ailles dealer en bas des blocs, tu vois, avec un Glock dans la boîte à gants, et que tous les soirs, tu tapes une nana différente et que tu la passes à tes petits, quoi. Moi, ça me choque. Tu vois, je trouve vraiment que c'est générationnel, et je pense que nous, notre génération un peu Y, tu vois, elle est un peu assise entre deux chaises avec les valeurs un peu à l'ancienne de nos parents ou nos grands-parents, et l'arrivée d'Internet, des médias, des réseaux sociaux. Donc après ce chemin assez tumultueux en télé-réalité, tu finalement t'empruntes la carrière que tu avais envie d'emprunter, donc la musique. Là, tu viens de me parler de rap. Et ça me surprend pas tant, parce que c'est vrai que quand j'écoute tes morceaux, déjà il y a un côté très pas hip-hop, mais plutôt trap, rap. Et je me suis dit tiens, c'est top line et tout. Et en fait je me suis dit t'es quelqu'un qui écoute du rap. J'écoute de tout. T'écoutes de tout, ouais. Comme toi, tu vois, j'ai grandi avec Jacques Brel, avec du Piaf, avec du Elvis Presley, et t'as James. J'ai même fait du gospel dans ma vie. Enfin, tu vois, j'adore la musique de façon large. Et en fait, j'aime bien prendre des influences de droite, de gauche. Et en fait, ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir du texte, tu vois. Je trouve qu'on a la chance en France d'avoir une langue qui est incroyable. Quand tu commences ta carrière, quand tu commences vraiment à composer des morceaux, est-ce que tu sais déjà où tu veux t'orienter artistiquement? En fait, je voulais aller à l'encontre de ce qu'on allait me coller comme étiquette, tu vois, parce que la plupart des nanas aussi de télé, elles sortaient un titre pour continuer, entre guillemets, de se faire connaître ou d'agrandir la notoriété, mais sans réelle profondeur ou amour de la musique, tu vois. Moi, je veux dire, j'ai fait de la musique avant, j'en ferai après et j'en ferai toujours. Et en fait, je voulais faire du rap parce que déjà, j'en ai 93, j'ai grandi avec le rap, tu vois, c'est Few, NTM, Sniper... Enfin voilà, pour moi c'était la suite logique des choses, et ça me permettait aussi de pouvoir exprimer ce que je voulais dire à travers des textes, parce que c'est vrai que quand je chante Cérébral, tu vois, ils veulent me voir quand je suis topless, j'ai dû mentir, je le confesse, tu vois, je parle de la télé-réalité. Tu vois, du fait que justement on ait voulu, comme tu dis, me mettre en femme-objet, ça me permettait d'évacuer. Et puis aussi, à l'inverse, vraiment, le rap, c'est vraiment une musique que j'aime. Et donc, parce que tu as signé assez vite en maison de disque quand tu as voulu commencer à bosser, et puis tu as bossé avec des artistes comme Laylo, que j'ai découvert dans tes crédits. Ouais, d'ailleurs, big up, la famille. Ouais, on a fait plein de titres ensemble, et je l'adore. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Après, il y a mon équipe actuelle que j'adore, Stan, Silence. Voilà, ils viennent chez moi, on fait des séminaires musique, on se régale. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir, tu vois, raconter des moments clés de ma vie et des choses que tu n'arriverais pas forcément à dire au micro.
Tu vois, comme là en interview, que tu peux passer subtilement en musique. Tu vois, par exemple, quand j'ai écrit Jamais, tout le monde m'en a parlé quand j'ai été à l'hôpital parce qu'ils pensaient vraiment que je l'avais écrite limite avant de vouloir mettre fin à mes jours, alors que pas du tout, je l'avais écrit un an avant, tu vois, mais j'adore ces moments où on se met au piano, il est 23h chez moi, Stan il s'est endormi sur le canapé, et tu vois, et d'un coup je dis, et si je partais ? Et là, ça part, tu vois, on se dit, vas-y, c'est mortel. Stan se réveille et tout machin, alors que le mec était bourré juste avant, il se réveille, il dit, ah, c'est bon là, c'est bon, on y va. Tu sais, et tu fais un titre, tu fais le truc, et c'est mortel, et tu te dis, waouh. Et puis voilà, au moins, tu communiques aussi des messages qui vont toucher une certaine partie des gens qui sont un peu oubliés, tu vois. Je dirais que, justement, tout ce qui va être les personnes harcelées, qui ont un haut potentiel émotionnel, qui se sentent seules, et qui sont vraiment sensibles à la musique et tout aussi, ça leur permet d'avoir un côté un peu communautaire, tu vois, de se retrouver, de s'identifier. Et de pouvoir aussi peut-être des fois trouver des réponses, des déclics. Tu te sens mieux toi aujourd'hui ? Non, moi je me sens super bien aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai ce feu brûlant, tu vois, d'aller au front pour des gens, aider des gens, sauver des vies. Parce que quand tu as des personnes qui me disent j'ai envie de me suicider sur Instagram en commentaire et que tu prends le temps d'aller leur parler, parce que moi, il faut savoir que tous les soirs, je prends quand même 1 heure de mon temps à répondre à des messages. Parce que pour moi, les gens, ils nous donnent de leur temps, donc c'est normal de leur donner aussi de notre temps, tu vois. Il faut pas être que sur le truc, j'ai des followers, business et tout machin. Moi, je suis vraiment à échelle humaine. Mais ça me fait super plaisir de t'entendre dire que tu vas bien, parce que comme tu le disais, c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps, cette TS que tu as fait, qui est quand même quelque chose qui arrive, j'imagine, qu'on a touché un désespoir assez profond, quoi. Ouais, on te tire vers le fond et des pulsions suicidaires, c'est très difficile à combattre. C'est une petite voix qui te dit t'as rien à faire là, pourquoi tu te forces à souffrir, à continuer d'exister. Et en fait, il faut en parler, même à ses proches, faut pas avoir peur du jugement. Et c'est vrai que c'est pas anodin. Ce geste-là, pour moi, c'est que voilà, tu as touché le fond, mais il faut se faire aider. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à appeler tous les numéros d'urgence. Au moins, c'est des personnes neutres, on ne se sent pas jugé. Enfin voilà, moi, c'est tout le chemin que j'ai pas osé faire, tu vois, de peur d'être jugé aussi, alors que j'étais dans une grande souffrance. Et je pense qu'aussi, j'aime tellement les gens et les personnes qui m'entourent que c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que j'essaie toujours de leur donner que le meilleur de moi, tu vois. J'aime bien être hyper solaire pour les personnes, j'aime pas venir, tu vois, les mettre down, et en fait c'est un défaut parce que pour moi tes amis ils sont aussi là pour toi quand justement ça va pas, et ta famille aussi, donc faut pas hésiter. Merci Aurélie. Merci. Bon les amis, c'était ça les propos de Aurélie Preston placés en garde à vue comme on l'a si bien résumé juste au début de la vidéo. Très active des réseaux sociaux, Aurélie Preston, comme pas mal d'influenceurs, elle partage son quotidien avec ses followers, sa vie familiale, ses voyages, ses passions dans la mode. Plus qu'on avance dans l'affaire des téléréalités, le duc de Bologne célèbre ses victoires de ses dénonciations contre ses influenceurs. Pour Booba, on devrait parler de influ-voleurs que d'influenceurs. Pour le duc, elle profite de leur nom pour faire des placements de produits, ou de soutirer de l'argent. Pour Booba, son combat est de dénoncer ses actes. La loi est dure mais restera toujours la loi, peu importe ton nom, ou ton degré de célébrité, personne n'a le droit de faire sa propre juste. Aurélie Preston a été interpellée par la police, lundi 5 août, dans le cadre d'une enquête sur un braquage et un vol survenu à Versailles, Yvelines, en juin dernier. Selon les informations obtenues par BFM TV, cette information a été confirmée à France Info par le parquet de la ville. Aurélie Preston, 32 ans, est accusée d'avoir commis un acte de violence dans la matinée du 25 juin. L'incident s'est produit chez le frère de son ex-petit ami. La procureure de Versailles, Maryvonne Caillebotte, a déclaré qu'un homme était apparu à la maison se faisant passer pour un livreur de fleurs. À son arrivée, l'homme a été rejoint par 2 collègues. Ensemble, ils ont commencé à kidnapper et à assassiner brutalement leur victime. Après un violent impact et un coup, la victime perd momentanément connaissance. Il a profité de la confusion et a pu s'enfuir par une fenêtre. Outre les violences physiques, l'attaque a également entraîné le vol de 2 montres Rolex de valeur saisies lors de l'attaque. L'idée Aurélie Preston rejoigne l'histoire a attiré l'attention des médias, notamment en raison de son passé d'influenceuse. Son rôle exact dans l'attaque et le vol est encore inconnu. L'enquête du parquet de Versailles continue de demander des comptes à toutes les parties impliquées dans cette affaire difficile. Les circonstances de cette affaire soulèvent des préoccupations à la fois en matière de sécurité et de droit. L'attaque avait été planifiée à l'avance et gérée avec brutalité, soulevant des questions sur les motivations des personnes impliquées et sur les mesures de sécurité mises en place pour prévenir de tels incidents. De plus, l'utilisation d'une fausse identité pour accéder au domicile de la victime démontre un haut niveau de planification et de sophistication qui complique l'enquête. Dans le même temps, la popularité du suspect ajoute une nouvelle dimension à l'affaire, attirant l'attention des médias et du public. Des influenceurs visibles sur les réseaux sociaux apparaissent également dans les affaires judiciaires, influençant la perception de la justice et la conduite des enquêtes.
L'affaire est en cours et les enquêteurs continuent de recueillir des preuves et des déclarations de témoins pour bien comprendre ce qui s'est passé le 25 juin. Les progrès de l'enquête pourraient fournir de nouveaux éléments sur les motivations du suspect et les méthodes derrière l'attaque. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.